Présente maintenant le professeur Bouta, qui est un éminent conférencier, chercheur sur le sujet de la santé infantile et néonatale à l'échelon mondial. Il est co-directeur du Centre de santé infantile et maternelle à Toronto et l'un des directeurs fondateurs de le Centre d'excellence pour la santé infantile à l'Université de Aga Khan pour la région Afrique de l'Est, Sud-Est asiatique. Donc, Zulfikar Bouta. Merci, je suis ravie d'être ici. Et j'ai de nombreuses raisons au départ de venir à Stockholm, mais sans être associée à cette université. Ma première expérience clinique après mon diplôme, ça a été avec MSF. Donc c'est un petit peu comme de revenir à mes sources. Pas seulement parce que c'est une réunion dirigée par MSF, mais j'ai eu la chance de faire mon PhD ici à Karolinska. Je vois d'ailleurs mon mentor dans la salle. Donc moi, qui était mon patron et mon ami. Et lors de mon PhD, j'ai fait une présentation sur la septicémie chez les nouveau-nés. Donc vraiment là, je suis en terrain connu. C'est donc très apprécié d'avoir cette occasion de parler de ce sujet. Et je voudrais parler des infections graves chez les nouveau-nés, dans la septicémie donc, du point de vue de la charge de morbidité, la prévention, le traitement. Et donc pendant 35 minutes à peu près, je voudrais me pencher sur l'épidémiologie, les risques qu'il faut bien comprendre et m'axer surtout sur les stratégies de prévention parce que pour moi c'est logique et je vous dirai pourquoi. Mais je voudrais aussi couvrir un petit peu ce qui est mesure de gestion du point de vue de la santé publique, des mesures qui peuvent à nos yeux faire une différence. Mais je commence par un travail d'infographie particulièrement influent. Et il y a 13-14 ans, on a établi cette carte qui montre que 10 millions d'enfants dans le monde meurent chaque année. Et donc, chaque cluster rouge représente 10 000 décès. Et à l'époque, on estimait que c'était surtout en Afrique subsaharienne et dans le sud-est asiatique en raison de la densité de population. Et dans le contexte de l'époque, eh bien, il y avait aussi les objectifs du développement, du millénaire pour le développement, qui vient d'être clôturé. Et vous vous souviendrez qu'il y avait deux objectifs sur la survie des enfants et la santé maternelle. Et pour les enfants, c'était de réduire la mortalité infantile des 2/3 par rapport aux estimations de 1990 et la santé maternelle des 3/4. Et en 2016, je trouve que le progrès a été phénoménal parce que d'après les estimations, c'était 12,7 millions en 1990 pour les décès des moins de 5 ans. Et le chiffre est maintenant à peu près 5,9 millions de décès en 2015. Ça a dépassé, c'est supérieur à l'objectif de 4,2 millions, mais enfin, si on tient compte de la croissance démographique mondiale, finalement, on a atteint cet objectif. Et donc, de mortalité des moins de 5 ans. Et ça a été la réduction la plus rapide et la plus radicale dans l'histoire de l'humanité en termes de réduction de la mortalité infantile. Et nous l'avons suivi directement de notre vivant grâce aux efforts de différentes administrations et organisations. Et MSF y a apporté une contribution énorme. Mais ce succès n'est pas réparti de manière égale dans le monde. Si vous regardez la cartographie de cette réduction de la mortalité, on s'aperçoit que si dans de nombreux pays, il y a des réductions radicales de 5% ou plus, sud-est asiatique, la Chine, les pays comme le Brésil, certaines régions, dans certains pays, c'est bien inférieur comme réduction. Et en Afrique et en Asie, il y a des pays qui ne sont pas du tout à ce même taux de réduction. C'est plutôt dans les 2%. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire que la mission soit accomplie. Il y a encore beaucoup à faire pour réduire la mortalité infantile. Et
l'un des aspects majeurs, c'est la survie des nouveau-nés. Alors, si vous regardez la mortalité infantile, qui affiche une croissance nette, pour les nouveau-nés, c'est bien moindre, bien moins marqué comme réduction. Et à l'heure où je vous parle, il y a encore 45% des décès la mortalité infantile, pardon, qui correspond aux nouveau-nés. Si l'on regarde les variations en termes de mortalité néonatale, vous avez des régions où on dépasse un enfant sur 40 000, avec d'abord l'asphyxie, la prématurité et les infections graves, dont la septicémie, qui sont les principales causes. Mais ce qu'on ne voit pas avec ces chiffres, c'est que pour certaines de ces pathologies, prenons la septicémie, il y a d'énormes différences d'une région à l'autre. Parfois, vous avez des zones à forte charge de morbidité, avec parfois un risque de décès de 1 sur 30 000 plutôt. Ou, pardon, 30 fois plus dans les cas de septicémie par rapport aux autres pathologies. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre les risques, parce qu'on ne peut pas le faire rien qu'avec stratégie thérapeutique. Les risques sont souvent liés à l'environnement. Et ce que je vous montre ici, c'est un bidonville en sud-est asiatique, où les conditions de vie donc sont déplorables. Et si vous regardez les risques, les facteurs de risque, eh bien, c'est de ce dont on parle habituellement. Est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il y a une étude qui a été faite au Pakistan il y a quelques années qui montre que quasiment tout ce qu'on a entendu aujourd'hui s'applique. Être né à domicile dans un environnement qui n'est pas propre, ou bien des procédures de stérilisation insuffisantes avec des infections acquises à l'hôpital, complications de la morbidité, la prématurité et surtout ce qu'on fait avec les enfants après la naissance. Et ces facteurs de risque sont récurrents, ils réapparaissent sans cesse dans différentes proportions. Ça dépend de ce dont on parle. Mais plusieurs études démographiques se sont intéressées à l'évolution de la mortalité à différents stades après la naissance. Et là, par exemple, vous avez une étude de Shipka et Darmstadt qui montrent les moments où apparaissent ces cas de mortalité néonatale. Ce sont des données cumulées et vous voyez que la plupart des grandes catégories de décès de mortalité néonatale sont indiquées, mais pour la septicémie, ce qui est clair, c'est que 40% de tous les épisodes confirmés par culture de bactérémie chez ces nouveau-nés apparaissent dans les 72 heures après la naissance. Et donc, il y a peut-être un lien avec les facteurs de risque chez la mère, sans doute. Surtout si vous regardez le facteur de la prématurité, qui est un facteur aggravant. Et là, ça confirme encore cette hypothèse. Et si vous regardez ce qui se passe à l'échelon mondial en termes de mortalité chez les nouveau-nés, on sait qu'à peu près un tiers de tous les décès après la naissance sont liés à la prématurité. Mais à peu près 50% des cas de décès néonatales correspondent à des prématurés. Alors, si l'on compare ensuite les cas de prématurité et de retard de croissance, il est difficile d'obtenir des données de différenciation épidémiologique entre deux types de bébés qui paraissent avoir le même poids de naissance. Bon, il y en a un qui est très prématuré, c'est évident, à gauche, mais du point de vue épidémiologique, finalement, le poids est comparable à l'autre, qui n'est pas prématuré, mais qui présente un poids très petit. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ce qu'on n'avait pas forcément compris, surtout là où vous avez beaucoup de malnutrition maternelle, c'est que les deux coexistent souvent. Vous avez la prématurité et un retard de croissance dans
une forte proportion de cas. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez ces données publiées dans le Lancet, la série Nutrition, regardez les différences entre le risque relatif de mortalité néonatale avec la prématurité, un faible poids et les deux. Et quelle que soit la région, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, le risque de mourir était de 15 à 34 fois plus élevé dans cette catégorie. Et donc, vous avez des clusters de mortalité disproportionnés dans la troisième catégorie. Je voulais aussi vous parler d'un autre facteur de risque d'infection néonatale qui nous guide vers un changement dans les méthodes de gestion de plus en plus de prise en charge. Si l'on regarde les risques d'allaitement et les décès avant 6 mois, il y a une tendance qui apparaît clairement, qui apparaît dans cette méta-analyse, par rapport à un allaitement quasi permanent, l'allaitement partiel accroît le risque de la mortalité due à la diarrhée ou aux autres causes ou la pneumonie de 2 à 4 fois. Mais si vous n'êtes pas nourri au sein, dans ce cas-là, le risque de mort, de décès passe à 10 à 15 fois plus. Donc, l'augmentation exponentielle. Et puis, il n'y a pas simplement le risque absolu de mourir quand c'est lié à l'allaitement dans les 6 premiers mois de la vie. Et il y a aussi le moment où l'allaitement est engagé. Ça, c'est une étude de Karen Edmonds au Ghana qui montre que si l'on ne commence pas l'allaitement, et ils ont tenu compte de la causalité inverse, si les bébés ne recevaient pas de lait maternel, quelle que soit la raison, l'augmentation du risque de mortalité néonatale était 2 fois plus élevée. C'est important de reconnaître ces liens, parce que ça a un impact, pas seulement chez le nouveau-né, mais pour le jeune enfant après. Et quand on revient sur les pratiques d'allaitement, et là, vous avez 6 cohortes dans le cadre de cette étude qui ont été examinées dans toutes les régions. Et dans les régions très pauvres du monde, la proportion de bébés qui commencent l'allaitement tôt, ce n'est pas plus de 50%. Donc, la moitié des enfants ne commencent pas tout de suite l'allaitement. Et si on ne fait qu'allaiter au sein, que nourrir au sein, entre 1 et 5 mois, eh bien, ça tombe en dessous du tiers. Donc, il n'y a pas plus de 20% d'enfants allaités à 6 mois. Et ça, c'est dû à une énorme série de facteurs, les politiques, la pauvreté, l'emploi, qui sont une réalité dans de nombreux pays. J'aimerais maintenant parler des solutions. C'est ça qui est important. Ce qui peut fonctionner pour ces infections néonatales dans ce scénario où l'on voit que le fardeau est surtout dans ce groupe d'âge. Il faut bien sûr se doter d'un cadre conceptuel qui étudie les risques, la susceptibilité, l'exposition, mais aussi une fois qu'on a été exposé et qu'on est malade, eh bien que faire? Que faire, sachant quelle est la mortalité? Évidemment, les méthodes d'intervention, c'est la prévention, les conditions au niveau de l'environnement, surtout s'il y a des problèmes d'hygiène. Il y a aussi d'autres choses comme ce que je viens de dire, la nutrition et puis l'exposition au risque. Et puis aussi le fait de bien diagnostiquer. De plus en plus, on se rend compte que tout cela, ça ne suffit pas. Et que ces interventions, il faut qu'elles aient des plateformes d'administration. Alors, comment est-ce qu'on développe tout cela? Comment est-ce que ces interventions sont possibles? Et si j'ai le temps aujourd'hui, j'aimerais beaucoup évoquer certaines de ces innovations que nous avons mises en place dans les communautés pour faire la différence. Maintenant, pour répondre à la question que je viens de poser, illustrée avec ce graphique, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur ces stratégies de prévention
Bien, pas parce que c'est moins cher, pas seulement en tout cas. Il est rentable d'avoir des stratégies de prévention, c'est sûr, mais en plus, de nos jours, on ne le traitement ne suffit pas, en tout cas pas pour la septicémie des nouveau-nés. Je vais vous montrer des données qui nous viennent du Pakistan. Nous avons étudié des tendances quant à la mortalité, la septicémie néonatale, même avec la meilleure prise en charge et des soins intensifs. Nous étions toujours bloqués à ce type de taux de mortalité, 16% à peu près. Quelle que soit la ventilation utilisée, les soins, quels que soient les antibiotiques, c'était toujours à peu près le taux de mortalité. Et comme vous avez vu, ces 2 derniers jours, dans certains cas, la mortalité peut être bien plus élevée. On vient de publier ces données dans le Lancet, c'est sorti la semaine dernière. Nous étudions diverses situations et même si on exclut la résistance aux infections, on a ici ce type de taux de mortalité. 40% dans certains cas, dans certains sites en Inde. Et c'est donc un problème qui est très difficile à gérer une fois que le problème est là. Pourquoi? Parce que les enfants nous sont présentés très tard et aussi parce que certains de ces pathogènes aujourd'hui résistent au traitement. Et donc, il est logique de mettre en place des stratégies de prévention. Mais j'aimerais maintenant vous expliquer ce que sont ces stratégies de prévention. La première chose que l'on peut faire, c'est l'utilisation de kits qui fonctionnent dans ce genre de site. Nous avons une revue qui a été faite par Wendy Graham et d'autres personnes, des collègues, il y a quelques années. On a étudié des évaluations, mais en tout cas, ces kits de naissance propres nous permettent de réduire la mortalité et la morbidité pour l'enfant comme la mère. Et les effets sont énormes. On a étudié cela nous-mêmes lors de notre travail d'interconnexion. On a étudié des études qui se concentraient sur la mère comme le bébé et on a vu les conséquences. Et là, on voit que, en général, les résultats composites au niveau de la désinfection pour la mère et le bébé sont réduits de 80%. Et donc, il ne devrait y avoir aucune naissance dans le monde sans que les outils utilisés, le kit, comme on l'appelle, soient propres. Il y a aussi le problème des risques associés aux infections maternelles, c'est-à-dire que si l'on a une présentation clinique avec un risque de mortalité augmenté, par exemple la rupture des membranes prématurée, l'avantage des antibiotiques à ce moment-là, dans ce type de situation, est évidente. Nous avons ici les résultats qui concernaient le Kenya ici. On voit une réduction du risque de problèmes au niveau de la naissance, mais aussi une réduction de 36% de chorioamnionites chez la mère et aussi réduction de la morbidité chez les bébés pour la pneumonie. On voit les avantages pour la mère, mais aussi pour les infections touchant le bébé dans la même étude, tout cela. Ici, il ne s'agit pas d'études différentes qu'on rassemble, c'est la même étude. Et là, on voit qu'au total, on peut confirmer une réduction d'1/3. Et ça, ce sont des preuves scientifiques, des interventions qu'on a mis en place et qu'on peut mettre dans tous les sites et qui peuvent être des choses qu'on peut mettre en place par des personnes moins qualifiées, on va dire. Maintenant, pour le soin du cordon ombilical. Nous avons parfois travaillé dans des communautés où la situation, c'est une naissance dans des environnements qui ne sont pas propres. Et l'un de ces essais s'est fait dans une zone rurale que vous voyez ici. Et l'intervention a été très simple. Nous avons ajouté du chlore dans un essai vectoriel à ces kits de naissance qui a été donné aux familles. L'instruction, c'était d'appliquer ce produit à la naissance. En général, c'était l'aide sage-femme qui le faisait. Et ensuite, la famille le faisait elle-même. Et les résultats ont été formidables.
bien au-delà de nos attentes. On a pu montrer que non seulement il y avait une réduction énorme du taux d'infection, mais en plus la mortalité avait chuté énormément. Et ce n'était pas juste notre expérience à nous, c'était aussi une observation qui s'est faite lors d'essais randomisés de grande envergure. On a utilisé le CHX. Et là, vous voyez, quand on rassemble toutes ces données, la réduction des causes de mortalité néonatale est énorme, environ 23% de réduction. Et quand on a fait une analyse des sujets individuels de cette expérience avec le CHX, on a vu que c'est incomparable. Le CHX, cette application en tant que dose unique ou une application continue après la naissance, apporte une différence qui est énorme. Bien, il n'y a pas d'études pour l'Afrique. Avec le CHX, on n'a pas vu que c'était efficace en Afrique. Mais la différence entre ces études et les études asiatiques nous montre que, en fait, en Afrique, c'est dans les hôpitaux. La plupart des naissances sont dans des sites. Et donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit efficace puisque la naissance se fait dans un endroit propre au départ. Donc, il faut regarder le contexte avant de mettre des choses en place. Maintenant, est-ce que c'est un risque d'allaiter? Est-ce que nous avons des preuves montrées que ça fait une différence? Eh bien, la réponse, elle est là. Si on initie rapidement, de manière précoce, l'enfant à l'allaitement, ça réduit la mortalité. Nous avons les preuves. Donc, après, on a l'allaitement par rapport au biberon, au niveau des infections. Là, cela montre encore une fois de plus que l'allaitement protège de la mortalité, et c'est d'ailleurs une réduction significative. On a des études que nous avons faites et qui nous le prouvent. Mais j'aimerais dire une chose quant à l'avantage d'allaiter par rapport à un allaitement partiel notamment. Et c'est ça le message aussi, et qu'il faut faire passer aux pédiatres dans les sites, que même quand on n'a pas assez de lait au sein, il faut cependant le donner, ce lait, parce qu'il y a toujours un avantage. Il y a tout un type des types d'avantages, tout un gradient. Et donc, personnellement, je suis très frustrée quand je vois que on donne du lait en poudre dans des sites, alors que on aurait pu faire des efforts pour que les mamans allaitent. Et on n'a pas fait ces efforts. Alors voilà, on a beaucoup parlé des soins kangourous. Je ne vais pas en parler très longtemps, mais je vais vous expliquer juste une chose. Je suis d'accord pour dire que le principe des soins kangourous ou des soins peau à peau, les avantages pour les nouveau-nés sont sur certains des avantages physiologiques qui proviennent de cette proximité de la réduction des certains risques dont on a parlé. Et donc, il n'y a pas de manière biblique, on va dire, de faire cela. Cela va dépendre du contexte culturel, de la société. On va appliquer cela, ça va dépendre. Alors, quand on est en Afghanistan ou au Pakistan, dans des villages reculés, où les femmes n'ont pas accès à des infirmiers, des hommes, là, on va avoir des manières de mettre en place ces principes. Le principe de conserver le bébé proche de la maman, qui va le nourrir à la demande. Et ça va donner des avantages comparables. Je viens de terminer un essai randomisé des soins kangourous à Karachi, dans 4 hôpitaux, où nous avons montré qu'il fallait avoir une certaine flexibilité. Et là, on voit que lorsqu'on a l'allaitement à la demande avec des petits bébés qui sont avec leur maman, eh bien, ils ont presque la même exposition de la peau que lorsqu'on a les soins kangourous classiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule formule pour le soin kangourou. Le principe, c'est vraiment le fait que le bébé, la maman, soient en contact proche, et notamment la promotion de l'allaitement tôt et exclusif. Une mise à jour récente d'une revue des KMC, donc les soins kangourous, on voit que les avantages sont là au niveau de ces infections, 50% de réduction, notamment pour la septicémie. Et puis, environ 20% d'augmentation de taux
d'allaitement dans ces populations. Donc on voit que c'est tout à fait logique finalement. Maintenant, pour notre plan d'action pour les nouveau-nés dans le monde, nous avons fait énormément d'observations en fonction des preuves que je vous ai montrées et de ce qu'on pouvait réussir à faire. Et nous avons parlé du contexte, des choses qu'il fallait faire, l'intersectoriel, les conditions de vie, l'éducation, la communauté, des stratégies pour parler aux communautés, les soins primaires et puis les sites, tout simplement. Donc on a tous ces éléments. Et si on mettait tout cela en place, on pourrait sauver environ 70% de ces bébés qui meurent aujourd'hui. Maintenant, l'impact de ces interventions au niveau de la réduction et des causes, on a aussi quantifié cela. Ça fait partie du travail qu'on a fait. Ça a été publié il y a 18 mois. Là, vous voyez ceux qui fonctionnent pour les infections des nouveau-nés. Vous voyez ce que je vous ai dit, l'allaitement, le chlorhexidine. Tout ça, ça améliore le poids du bébé aussi. Et puis la gestion des cas aussi, c'est important. Implemented at scale. And it depends upon which particular context you implement them in. Et ce que nous avons compris suite à notre modèle, la modélisation, c'est que même si la réduction de la mortalité, eh bien, on peut la réduire grâce aux soins donnés pendant la naissance, il y a aussi les soins qui sont donnés aux enfants malades et petits, après la naissance, évidemment. Donc, c'est un équilibre entre ce qui se passe sur le site, mais aussi dans la communauté, après. Et là, ça me mène à une des grandes difficultés, c'est que faisons-nous pour le soin des nouveau-nés dans des endroits où on a des problèmes de ressources humaines, d'infrastructures, mais aussi d'équipements tout simplement qui existent ou n'existent pas, qui ne sont pas adaptés aux soins qu'on veut donner. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple d'un hôpital de terrain ou de campagne, mais j'aimerais vous donner un exemple à ma propre université, à mon hôpital, où j'ai un centre d'urgence de niveau 3 que je gère depuis 20 ans, c'est à Karachi. Et là, nous avions un centre de niveau 3, l'un des seuls du pays, une ville de Karachi avec 20 millions d'habitants. Eh bien, nous avons très rapidement eu pas mal de problèmes. Ici, vous avez les données entre 87 et 93. Au pic de nos opérations de l'unité néonatale, là, on étudiait le poids à la naissance. Et là, on a vu que c'était impossible, finalement. On avait des bébés qui naissaient à moins de 1000 grammes ou 1250 grammes. Ils restaient à l'hôpital pendant 1 mois et demi. C'était la moyenne. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Que je n'avais même plus de place pour les naissances, sans parler des bébés qu'on nous amenait de l'extérieur. Je n'avais pas assez de personnel. La moitié du personnel infirmier était en train de partir au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Donc, que faire? On n'a pas fermé l'unité, mais on a trouvé une innovation à mettre en place. Et l'idée, c'était d'essayer de créer dans cette université de soins tertiaires, de créer donc une unité maman-bébé. Alors là, ça fait 10 ans qu'on a publié ces données dans le BMJ. Vous voyez, c'est un projet pilote qu'on a lancé en 93 et l'idée, c'était que dès que le bébé n'était plus sur le ventilateur, dès qu'il était stable pendant 24 heures, on le transférait vers cette unité maman-bébé où les soins étaient fournis par la maman. Une sage-femme était là pour s'occuper de 6 bébés. Et à l'époque, ce concept, lorsque nous l'avons présenté, il y a eu pas mal de gens qui s'y sont opposés, surtout les infirmières elles-mêmes, même si elles n'étaient pas nombreuses. Pourquoi? Parce que la théorie, c'était que ça allait mal se passer et que ça allait entraîner énormément de problèmes et des risques médicaux pour l'hôpital. Donc ça m'a pris à peu près 18 mois pour pouvoir mettre ça en place. Cette unité maman-bébé a été lancée. Elle est toujours là. Vous pouvez venir la visiter. Et je vais vous montrer maintenant des données que nous avions publiées à l'époque. Et
certains de ces prématurés, je dois dire, c'était le type de prématuré dont je vous parlais. Ils étaient arrivés tard, mais en tout cas, ils faisaient moins d'1,5 kg. Alors, ces mamans, elles ne faisaient pas d'observation simple, finalement. Elles faisaient tout ce que faisaient les infirmières. Elles prenaient la température, elles changeaient la position du bébé. On leur présentait comment faire la nutrition orale, gastrique, et puis des procédures simples de physiothérapie. Et finalement, on les a transformées en les meilleures infirmières possibles. Je pourrais vous raconter plein d'histoires, d'anecdotes, où la maman, on lui avait dit que si le médecin ne se lavait pas les mains, eh bien, ne le laissez pas toucher le bébé. Et moi, on m'a dit, ça ne fait pas que je m'étais déjà lavé les mains, mais elles m'ont dit, allez, va te laver les mains. Donc, c'était vraiment les infirmières les plus motivées qu'on puisse avoir. Alors, que s'est-il passé? Tout d'abord, pour les bébés qui étaient nés à moins d'1,5 kg, notre moyenne, le poids moyen, lorsque nous leur avons permis de sortir, était à moins d'1,2 kg. Et là, ils ont pu rentrer chez eux. Alors, ces bébés, ils ont survécu au même taux qu'avant, alors qu'avant, ils restaient pendant 1 mois et demi. Mais en plus, leur développement s'est bien passé, la survie à la maison, on a eu les mêmes résultats, voire mieux. Mais ensuite, il y a une autre chose qui s'est passée et que je n'attendais pas. Il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas avant que ça arrive. C'est souvent le cas. Et là, voilà ce qui s'est passé. Les taux d'infection nosocomiale. Ce taux a chuté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus trop de bébés à l'unité néonatale. Et donc, je suis ravie de vous dire qu'à notre unité de soins intensifs, nous avons une unité maman-bébé qui a aujourd'hui été agrandie. Pourquoi? Parce que le concept de l'implication des mamans avant de rentrer chez elles a été accepté aujourd'hui et les mamans l'adorent. Et nous avons fait un essai randomisé de cette approche. C'est en cours actuellement. Et vous savez où? Pas dans le sud, mais à Toronto, au Canada. C'est-à-dire juste devant mon bureau, finalement, de l'autre côté de la route, parce que c'est un concept qui semble logique et qui est rentable. Après, il y a une autre innovation dont je voulais vous parler et qui sera intéressant pour vous qui gérez les nouveau-nés. C'est que l'entrée des infections pour ces bébés, c'est souvent la peau. Quand il y a des lésions cutanées, on essaye de faire de l'intraveineux sur un bébé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait un petit trou dans la peau. Donc, une de mes infirmières, qui a d'ailleurs publié son étude, elle a fait un essai randomisé contrôlé au centre d'urgence néonatale avec l'application de l'huile de coco sur les bébés. Et elle a fait cette étude pour voir quel était l'impact sur la survie des bébés. Globalement, lorsqu'on utilise donc cette huile, cet émollient, on voit que il y a un avantage au niveau de la mortalité, surtout parce qu'on évite les infections. On a aussi des données sur l'étiologie bactérienne et on voit qu'il y a aussi une chute. J'aimerais maintenant passer à la véritable question. Qu'est-ce qu'on fait dans ces régions où nous travaillons ici? Alors, c'est très facile dans la théorie, mais lorsqu'on a des populations difficiles et des contextes de crise humanitaire, des sites où parfois certaines de ces thérapies sont impossibles, que faire? Alors, j'aimerais dire que l'OMS a organisé, selon moi, une des meilleures évaluations de cette question au niveau de la recherche. Et la question, c'est la suivante, en fait. Si, au niveau de l'entrée et de l'admission de ces bébés, on ne peut pas gérer les infections de la septicémie, et si dans l'hôpital, c'est impossible au niveau classique, dans une crise humanitaire, dans une zone de crise, de conflit,
c'est difficile d'avoir un hôpital, on va dire, classique. On souhaite que les gens ne soient pas exposés à ces infections, mais on n'a pas les sites, les unités où l'on peut garder les bébés pendant des jours. Donc, y a-t-il une thérapie efficace qui peut se faire en ambulatoire, où les bébés qui pourraient avoir des infections graves peuvent être soignés? Donc, c'était ça l'objectif. Nous avons défini cela dans des programmes dans plusieurs pays, avec un essai par cluster randomisé. Et là, vous aviez l'option, la suivante. Des nourrissons malades étaient évalués par des travailleurs de la santé formés. On utilisait des protocoles standardisés. Est-ce qu'il y avait des infections bactériennes possibles? Souvent, on les envoyait à l'hôpital. On le faisait. Et lorsque le transfert vers l'hôpital n'était pas accepté, l'étape suivante, c'était la randomisation, où on avait des régimes de traitement simplifiés. Vous pourrez lire ces documents si vous souhaitez avoir les détails. Lorsqu'ils étaient malades de manière grave, on les transfère à l'hôpital de toute façon, mais ceux qui souffraient d'infections sévères ou de problèmes de respiration, nous les avons inclus dans l'étude. Alors, il y avait des standards, des critères standards d'inclusion, d'exclusion également. Vous voyez, la liste se trouve à l'écran. Maintenant, les études ont concerné 5 pays, 4 ont été publiées et l'une n'est pas encore publiée. Pour le Bangladesh, ça a été publié, pour les études africaines également. Des études qui couvrent des centaines de milliers de personnes et des naissances à peu près 20-30 000 par site. Voilà les résultats. Pour la respiration rapide, donc ça ne représente pas forcément la pneumonie, mais lorsqu'on avait des cas de respiration difficile, on voit les résultats. Ensuite, nous avons eu les infections sévères cliniques. Je vous ai donné les critères à l'instant. Une fois de plus, on voit une équivalence avec le traitement de référence. Et donc, le régime simplifié que je vous ai expliqué par rapport à ces 14 injections, ici on a l'amoxicilline et la pénicilline, vous voyez ici, on voit que l'amoxicilline orale et la gentamicine, dans ces circonstances, fonctionnent tout aussi bien. Et ça veut dire que des travailleurs sur le terrain pouvaient traiter les infections de septicémie chez les nouveau-nés. Alors, l'OMS a maintenant publié ces lignes directrices qui ont été formulées. On a un protocole de transfert qui est là pour que ça puisse être opérationnalisé. Maintenant, nous avons certaines études qui portent sur la mise en place sur le terrain. Maintenant, pour finir, je voulais vous parler de la résistance au traitement. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Je n'ai que 2 slides à vous présenter qui viennent de mon hôpital universitaire. Ici, vous avez les enfants qu'on a admis à l'hôpital pour la Klebsiella. Vous voyez l'augmentation de la résistance au traitement et puis une autre bactérie. Bien. Alors, l'impact sur la mortalité. Ici, on a la comparaison du taux de survie entre ceux qui sont... On a des infections bactériennes sensibles au traitement et celles qui sont résistantes au traitement. Une étude publiée par le Lancet depuis l'Inde nous montre que ces données prouvent une augmentation par 5 du risque de mortalité lorsqu'on a tous les traitements disponibles chez les bébés qui ont des infections résistantes au traitement. Donc, c'est un travail de prévention à faire, mais aussi pour veiller à ce que nos protocoles hospitaliers prennent cela en compte pour réduire la prévalence des infections nosocomiales. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire absolument. J'aimerais finir maintenant en vous racontant une histoire, une histoire vraie. Une maman qui, pendant les inondations de 2010, est venue me voir. Je faisais partie de l'équipe à l'époque. On m'a demandé d'observer ce bébé. Vous voyez que ce bébé avait déjà été vu par le médecin. Il a une canule
Vous voyez, le bébé avait plutôt une bonne tête, mais la maman, elle avait vraiment l'air quasi morte. Et elle était venue avec un bébé de 2 jours. Elle avait fait 11 kilomètres à pied pour venir vers le site, l'hôpital. Il n'y avait pas de place où se mettre. Elle était par terre avec ce bébé et personne ne l'avait remarqué. Pourquoi? Parce qu'il se concentrait sur le bébé. Et donc, ce que je veux vraiment souligner avec cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour les infections néonatales si l'on n'inclut pas la maman. Il faut donc étudier le régime alimentaire de la maman, du bébé, et toujours avoir un cadre de prise en charge qui inclut la maman. Donc les stratégies qu'on a aujourd'hui pour prévenir les infections et les empêcher, elles ne sont pas de la science difficile. Il faut avoir une certaine approche en fonction des meilleures pratiques et des prises en charge rentables qui nous permettent d'évaluer ces bébés. Maintenant, la détection de la malnutrition chez la mère avant la naissance, détection rapide ensuite et traitement des infections. Une fois la naissance passée, prévention et soins pour le bébé, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aussi évaluer l'allaitement et puis, ce qui est important aussi, faire une thérapie antibiotique simplifiée. Merci.